Tout de suite, Marie Kerouédan, juste un petit rappel, ce locavore qui nous vient d'outre-Atlantique, une petite définition, ce qui ne veut pas dire tout à l'heure, vous n'avez pas creusé le sujet. Effectivement, donc, ça nous vient d'outre-Atlantique. Donc, le terme est né en 2005 en fait et est entré au dictionnaire américain, au New Oxford American Dictionary en 2007. Donc, il désigne le mangeur qui choisit donc, de s'alimenter uniquement de produits provenant d'un rayon de 100 miles, 160 km autour de chez lui. Donc c'est une personne qui recherche de la nourriture produite localement. Alors ce qui est intéressant, c'est de mettre cette définition américaine et donc cette première définition qui a été donnée du terme avec la définition française qui est entrée au Petit Larousse illustré en 2010. Et donc là je cite, le Petit Larousse illustré décrit le locavore comme une personne qui décide de ne consommer que des fruits et légumes et de saison pour contribuer au développement durable. Donc c'est ce petit écart entre les définitions américaines et françaises est intéressante. Alors je vais représenter la voix des consommateurs dans cette table ronde. C'est beau. Puisque mon métier consiste effectivement à interroger les consommateurs français ou internationaux. Donc nous avons réalisé au cours de ces dernières années de nombreuses études sur l'alimentation, l'innovation alimentaire. Et donc je voulais vous partager avec vous quelques-uns des résultats qui m'ont les plus marqués et qui peuvent aussi expliquer pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement pour les produits locaux ou le locavorisme de façon plus précise, mais aussi qu'on peut élargir à cette notion de produits locaux. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que, on parlait tout à l'heure avec ce beau titre « Plaisir et conscience alimentaire », c'est qu'on a beau être dans un pays de gastronomie, l'alimentation, c'est toujours et majoritairement associé à du plaisir. Ce qui est important également à avoir en tête, c'est qu'est-ce que c'est que bien manger pour les Français aujourd'hui. Bien manger, je l'ai dit tout de suite, c'est se faire plaisir, mais c'est aussi manger sain et manger de manière équilibrée. Donc on sent bien derrière déjà ces deux adjectifs, le mot sain et le mot équilibré, la recherche de quelque chose qui va faire du bien à son corps, à son équilibre, à son physique et aussi à ses neurones, parce qu'on mange aussi avec son cerveau. Et c'est également le souhait de partager des bons moments. C'est très ancré dans la culture française, mais la notion de convivialité est extrêmement importante autour de l'alimentation. Et enfin, dernier point, c'est la recherche de variété. La recherche de variété, ça c'est quelque chose de très français aussi par rapport à d'autres pays qui sont moins dans cette recherche de variété, notamment en Angleterre par exemple ou aux États-Unis. L'alimentation et le fait de bien manger, c'est la recherche de variété. Dernier point important dans ce cadre général, c'est que aujourd'hui, les consommateurs français sont bien conscients aussi que l'alimentation, c'est fondamentalement important pour leur santé. Puisqu'on a 8 Français sur 10 qui nous disent si je mange bien, je serai en meilleure santé. Donc la recherche de manger mieux, c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans le cadre général de l'alimentation. Et tout ça dans un contexte également de prise de conscience de l'obésité et de la nécessité de combattre ou d'inculquer de meilleures habitudes alimentaires, soit auprès des mères, soit auprès des individus, soit auprès des enfants en particulier. Dans les faits, c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs nous disent aussi, en termes de comportement, qu'ils sont de plus en plus attentifs à l'origine, la provenance des produits. On a presque 7 Français sur 10 qui nous disent « je fais de plus en plus attention à cela ». On a 8 Français sur 10 qui nous disent « je privilégie les légumes ou les fruits de saison ». Et seulement 37% qui nous disent « dès que je le peux, j'achète du bio ». Donc on peut dire aussi d'une certaine manière que le local l'emporte en termes d'adhésion sur le bio. On est également près de 6 Français sur 10 à dire je privilégie les produits alimentaires qui sont fabriqués dans ma région ou près de chez moi. On voit bien à travers ce petit panorama combien les produits locaux ou le locavorisme s'inscrivent en fait dans une recherche de réassurance, dans une recherche d'une alimentation qui soit saine, qui soit également équilibrée, qui apporte et qui délivre ce plaisir que les consommateurs recherchent et qui en même temps s'assoit sur une recherche de sens
puisqu'on sait qu'on est dans une crise de confiance à l'égard des institutions, à l'égard de la grande distribution, à l'égard des marques, et que finalement, faire confiance à ce qui est local et ce qui est intuité personné est une manière de retrouver aussi du sens à sa consommation, tout en sachant qu'en plus on fait du bien à sa région ou à son lieu d'habitation. Castelnaudary, je m'imagine qu'on est dans le local. On est vraiment avec vous, Monsieur Linou. Alors vous allez nous parler, de votre aventure, de la map que vous avez créée dans l'Aude, des valeurs que vous défendez. Donc pourquoi j'ai fait cette expérience de locavore? Pourquoi pendant un an je ne me suis nourri qu'avec des ingrédients issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary? J'avais envie que vous nous la décriviez. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, ça ne sort pas de rien. Ça. Je ne vais pas revenir depuis mon enfance, hein. Mais donc j'ai une formation de géographe, d'aménageur du territoire, de développement local. Et j'ai commencé, mon premier travail c'était l'installation agricole dans l'Ariège. En Dordogne. Et après en Dordogne. Voilà, et donc j'ai travaillé ici avec la Confédération paysanne, où on s'occupait d'installation également. Et de circuits courts. Et en 2003, j'arrive dans l'Aude en tant qu'agent de développement local dans une communauté de communes, généraliste. Hein. Et à Castelnaudary, dans le Lauragais, au pays de la pensée unique, blé dur, tournesol. J'intègre le conseil d'administration de l'ADR de l'Aude, où on s'occupe d'installations progressives, et j'apprends l'existence du concept des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et en 2004, donc j'apprends cela, l'existence de ce concept-là, je dis mais c'est du développement local en miniature. Je suis agent de développement local et à la communauté de communes, on ne fait pas ça. Donc en dehors de mon travail, je vais le faire. Mais ce sont les trois piliers du développement durable. Le volet économique, c'est-à-dire que la richesse reste fixée sur le territoire, les consommateurs laissent leur argent en local et payent directement le producteur. Le producteur vit enfin de son métier. Ensuite, c'est le volet environnemental, deuxième pilier, c'est-à-dire que même si on n'est pas forcément bio, quand on est producteur et quand on est en AMAP, le consommateur dit « je t'achète ta production à l'avance à condition que tu fasses des progrès en termes environnementaux ». C'est du gagnant-gagnant. Et le volet social, troisième pilier, c'est-à-dire que quand un producteur vit de son métier, il reste avec sa famille, il fait tourner les écoles, par exemple. Il y a du lien social également entre producteurs et consommateurs et entre consommateurs. Et là, je me dis, waouh, c'est un modèle intéressant, pourquoi pas le créer ici? Ça sera du développement local. Et on essaiera de faire école. On m'a dit, mais t'es fou. Ici, on est la 4e couronne de Toulouse, les gens ont déjà leur potager. Si, on va le faire. On m'a dit, ouais, tu vas voir le syndicat agricole majoritaire en face, tu vas voir les grosses coopératives qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ce fut le cas, mais on l'a fait quand même. Donc on s'est organisé, et dès 2004, on a créé la première AMAP de l'Aude. On a sauvé une ferme, un maraîcher, et au bout de quelques temps, il y avait une liste d'attente de consommateurs. Et donc là, on s'est dit, tiens, il nous faudrait trouver un autre maraîcher. On cherche, on ne trouve pas. Évidemment, il n'y avait que des céréaliers. Et vous avez créé des maraîchers. Et alors là, on a lancé un appel à la presse, dans la presse, consommateurs organisés et solvables, recherche producteurs. Et on ne trouvait pas. Et là, on s'est dit, mais c'est le libéralisme à l'envers. D'habitude, le libéralisme, c'est quoi? C'est une concurrence entre producteurs. Mais là, c'est une concurrence entre consommateurs. Alors, on marche à l'envers. Et donc, au bout de 2 ans, je reçois un coup de téléphone d'un maraîcher à côté de Carcassonne qui me dit, voilà, ça fait 3 ans que j'approvisionne Toulouse en AMAP. Ça m'intéresserait de prendre le groupe de consommateurs supplémentaires de Castel. Ça me ferait moins de trajet. J'ai dit, allez, d'accord, hop, on passe au contrat. Donc on arrive en fin 2007, en gros, avec 100 familles contractualisées en AMAP, en légumes. Et là, je me dis, mais Toulouse, là, comment ils vont faire, les consommateurs en AMAP toulousains, étant donné que les producteurs se relocalisent vers chez eux, à côté des groupes de consommateurs en milieu rural qui se constituent.
Comment Toulouse se nourrit? Eh bien, à travers les camions et les grandes surfaces. Et alors? 4 jours de stock, 80% de notre alimentation est achetée en grande surface qui ont 4 jours de stock de Maël. Et à ce même moment, j'avais entendu parler de l'expérience de 2 journalistes canadiens qui, pendant un an, se sont nourris dans un rayon de 100 miles. Et je me suis dit, je vais faire la même chose, mais à la sauce lauragaise. Donc, il y a 4 saisons. Je voulais prouver qu'on pouvait y arriver sur les 4 saisons. C'est-à-dire que j'ai gardé mes mêmes réseaux d'approvisionnement pour 70% de mon alimentation. Donc, si moi j'arrive à le faire, n'importe qui peut le faire. Donc moi j'aborde en fait le sujet sous 2 angles, mais je vais revenir dans des considérations un peu plus matérielles, qui sont l'association systématiquement faite aujourd'hui, ou presque systématiquement faite, entre le local et la qualité, le local et l'authenticité, le local et le terroir. Donc en fait la proximité et le local, participent souvent à la construction comme ça d'une alimentation de qualité. Les mécanismes qui poussent les mangeurs à acheter du local poussent les mangeurs à acheter du simple, à s'approcher d'une certaine simplicité de produits issus de la nature. Enfin, on peut parler d'une sorte de renaturation. Et pourtant, le terroir aujourd'hui, qui est souvent associé au local, est souvent un produit luxueux. Donc on voit qu'il y a un certain écart en fait qui se fait aujourd'hui entre un local qui serait banal, simple, en tout cas dans les messages qui sont diffusés, et un terroir qui serait plus élitiste. Je pense qu'il est important aujourd'hui, quand on traite le sujet du local et le locavorisme, et quand on veut parler aussi de crise économique, de s'intéresser à ce qui se passe donc dans les milieux un petit peu, pourrait-on appeler défavorisés, dans les quartiers dits sensibles, enfin voilà, dans des milieux urbains où se pose le problème de l'approvisionnement alimentaire de qualité. Quelle est la place du local dans ces populations-là? Comment les gens se l'approprient? Comment les gens s'identifient à cette alimentation? Donc aujourd'hui, quand on se pose ce genre de questions, on se rend compte qu'il y a un fossé qui existe entre l'alimentation locale telle qu'elle est perçue par une grande population et l'alimentation locale telle qu'elle peut être perçue par un certain nombre de gens, de populations qui ne consomment pas forcément les mêmes plats ou les mêmes aliments que quelqu'un qui vivrait sur un autre territoire. Effectivement, tout ça a un socle commun qui est la notion de confiance, qui est la globalisation. Au fond, le retour vers le local, c'est une réponse d'une manière ou d'une autre à trop de globalisation, à trop de manque d'identité. Et aujourd'hui, le français moyen, le consommateur français, ce qu'il recherche, c'est des points de repère. Et dans le local, il va retrouver à aller chercher quelque chose qui est inscrit dans ses gènes et dans la ruralité. Donc effectivement, tout ça est extrêmement intéressant et c'est une parole de militant, quelque part de pionnier même, on pourrait dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que quelque part, les consommateurs lambda que je représente, Madame Michu, comme je dis toujours, Madame Michu, elle n'a pas forcément besoin d'être engagée et d'être militante pour aussi avoir droit à des produits locaux ou à des produits ou à accéder à du locavorisme. Donc après, c'est comment fait-on pour que quelque chose qui apporte aujourd'hui un service et répond à des attentes des consommateurs ne soit pas quelque chose qui soit dans l'élite, ne soit pas réservé à un accès facile, mais se développe d'une certaine manière en donnant l'opportunité de tout à chacun, en fonction de ses convictions, de son pouvoir d'achat et de ses valeurs, d'y adhérer pour une partie de son alimentation ou pour la totalité s'il veut y aller. On sent bien que tout ça repose sur des choses extrêmement positives. Encore faut-il que dans le développement qui est inscrit autour de ces réponses-là, il y ait... on le sent, que ça frémit, on sent qu'il y a beaucoup d'initiatives et que l'accessibilité est en train de se construire, mais elle n'est pas encore complètement avérée.